Investir dans l'immobilier, ok, mais dans quoi? Appartement, maison, vous connaissez, mais pourquoi pas dans un garage, dans une péniche ou dans une bulle, par exemple? On va en parler aujourd'hui dans cet épisode avec nos chroniqueurs, vos chroniqueurs préférés, dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, initiative de Top Agent, en collaboration avec Eloya, PNV, Batixi et Imovlan. Et pour ce nouvel épisode, encore une fois, une belle bande d'experts, de passionnés. On retrouve Eric Spitzer, CEO d'Imovlan. Bonjour Eric. C'est moi, ça c'est moi. Leslie John is with us. Toujours présent. Avec cet accent incroyable. Et puis c'est le retour de Imtiaz Nayani. Nayani Imtiaz. Je sais même plus, tu vois, je sais même plus comment je vais t'appeler maintenant. Quel est le prénom, quel est le nom, quoi? C'est Imtiaz. Imtiaz, ouais, c'est Imtiaz. Merci Imtiaz. De Negroup, il est avec nous. Tout à fait. On va parler des investissements un peu insolites. Ça intéresse beaucoup de gens. C'est vrai qu'on pense souvent, quand on parle immobilier, appartements, maisons, villas, etc. Et pourquoi pas investir dans autre chose? Vous avez sélectionné chacun un investissement un peu insolite et on va creuser. On va essayer de savoir la rentabilité, si c'est intéressant ou pas. Eric, tu as choisi quoi? Les chambres d'hôtel. Leslie, tu as choisi quoi? Les garages et parkings. Et Imtiaz, pour ceux qui suivent depuis le début, souvenez-vous, il a parlé d'une péniche qu'il cherche à vendre encore aujourd'hui. Et il s'est dit pourquoi pas revenir justement pour essayer encore une fois de la vendre puisqu'elle n'est toujours pas vendue ta péniche. Tout à c'est fait, ça, je Imtiaz. la remets sur la table. Il est smart. Je la remets sur la table. Non mais le projet n'est pas terminé, c'est pour ça qu'elle n'est pas vendue. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Voilà, on va commencer par finalement un investissement alors qui est insolite mais qui est quand même classique, c'est les garages. Pourquoi tu as choisi cet investissement Leslie? Oui, tout à fait. Ben, écoute, moi simplement, je trouve que c'est un bon investissement d'une manière générale. Okay. C'est un investissement où il n'y a pas trop de risques, dans le sens où, en général, quand on achète un garage, on a 4 murs, une porte, et pas grand-chose d'autre à l'intérieur. Donc, ça nécessite pas vraiment d'entretien. Généralement, pas de charge. Bon, il y a des quotités dans les copropriétés, etc., évidemment. Mais on a rarement un radiateur dans un garage. Parfois, un robinet d'eau, mais pas toujours. Une prise électrique, mais pas toujours. Et une lampe au plafond. Voilà. C'est vrai que on dit souvent que comme premier investissement, investir dans un garage, c'est intéressant. Est-ce que c'est vraiment encore intéressant aujourd'hui, Eric, au niveau cash? Alors, plus-value, etc. disons que c'est intéressant parce que c'est pas cher. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on veut mettre le pied dans l'investissement immobilier, c'est vrai qu'acheter un garage, ça coûte pas très cher. Oui, mais derrière, si c'est pour se faire 20 € par mois, c'est pas non plus... Tout est toujours proportionnel. Donc il faut voir un petit peu la façon dont on va... D'abord, il n'y a pas d'entretien, effectivement. C'est beaucoup plus simple d'un point de vue, on va dire, de la gestion au jour le jour. Et puis... Mais ça va dépendre aussi au niveau rentabilité de l'endroit où il est situé. C'est-à-dire que si vous avez un garage qui est très demandé, ça va se louer tout le temps et plutôt bien. Si vous avez quelque chose d'un peu plus à l'écart, voilà, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc c'est aussi une question d'opportunité. Imtiaz, toi qui as investi quand même dans pas mal de choses, on le rappelle dans une belle péniche qui est à vendre. Est-ce que tu as investi dans les garages? Oui, j'ai aussi investi dans les garages, tout à fait. Ça faisait partie de tes premiers investissements? Non, pas dans les premiers temps, mais par la suite j'ai investi dans les garages parce qu'effectivement il y a une bonne rentabilité. Bon, là c'était purement locatif à destination voiture et voilà, mais c'était pas pour une habitation ou autre, mais effectivement j'ai investi dans des garages. Mettez des chiffres sur la table s'il vous plaît, combien coûte un garage plus ou moins? Écoute, en général, un garage va vraiment dépendre de la commune où on l'achète. Mm-hmm. On voit qu'il y a quand même des fortes différences entre les communes de Bruxelles et les communes générales de Belgique. Si on prend, par exemple, les communes les plus chères en termes de garage, on se situe plutôt près de Knock, à la côte, où là, on peut atteindre dans les 50, un peu plus de 50 000, 60 000 euros pour un box de garage. Évidemment, proportionnellement, on va le louer plus cher. D'accord. Maintenant, en termes de Bruxelles, je pense que les communes où les garages sont les plus chers, ça va plutôt être XL et Bruxelles Centre, ce qui est normal, parce qu'au plus on va vers le centre-ville, au plus c'est densifié, au plus c'est compliqué, au plus il y a de piétonniers et de choses qui vont faire. Et c'est vrai que Bruxelles, si on regarde un peu les dernières années, le gouvernement aime enlever des places de parking, et donc un garage, c'est plus que nécessaire. Tout à fait. Beaucoup de places sont parties au profit des vélos, évidemment, surtout avec le Covid, ça on sait.
mais au profit des trottinettes. Si je vois autour de Montgomery, pas mal de places de parking qui ont été sacrifiées ou non, hein, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais par rapport à des barres de métal qui permettent, avec des pictos de trottinettes, de stocker des trottinettes. Et donc parfois on voit que certains sont occupés, puis parfois on voit que c'est jamais occupé. On a de la végétation qui pousse à la place des vélos et des trottinettes. Donc voilà, ça dépend un petit peu de l'endroit où ça a été stratégiquement placé. placé. De Leslie sur la mobilité à Bruxelles, c'est bientôt les élections, bien joué, bien placé. Bien placé. Voilà, non, mais tout ça pour dire qu'en général, un garage, on va se situer entre 20 000 euros à Bruxelles et 35-40 000 euros. Ça, c'est un petit peu la fourchette plutôt standard en fonction de la commune. On peut rentabiliser cet investissement? Alors, un garage, ça prend une plus-value un petit peu comme tous les biens immobiliers de, on va dire, 2 à 3% par an, pas tellement plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, quand on achète un garage, alors on paye des droits d'enregistrement qui sont classiques, 12,5% de droits d'enregistrement. Il n'y a pas d'abattement sur un garage, sauf si, évidemment, on l'achète avec son appartement. Et surtout si c'est dans un but d'investissement. Mais par contre, les frais proportionnellement à la valeur d'achat du garage, hein, si on achète un appartement à 400 000 euros ou un garage à 20 000 euros, les droits d'enregistrement vont être proportionnels, les 12,5%, mais les frais de notaire vont être un peu plus élevés, puisque forcément, les frais de notaire ne sont pas forcément en proportion du montant. Et donc, le garage va coûter plus cher en termes d'achat. Okay. Mais après, on peut le rentabiliser sur plusieurs années comme un bien immobilier classique. Et c'est bien de le rappeler, c'est vrai que, et je vois pas mal de publications à ce sujet maintenant qui circulent, c'est vrai qu'il y a la valeur du bien, mais il y a aussi ce coût caché, finalement on parle de coût caché, et c'est important de rappeler que ces frais de notaire sont bien là, et ils sont là aussi pour un achat de garage. Eric, toi les garages Oui, c'est un investissement, on va dire, peu risqué, c'est du très long terme. Je dirais que voilà, c'est quelque chose sur lequel on a aussi beaucoup de tranquillité. On achète le garage, ok, c'est un investissement au départ. S'il est bien situé, on peut le louer assez facilement. On peut augmenter le loyer. Moi, je loue un garage à la mer, il se trouve, pour la petite histoire. Et donc je le loue depuis 2 ans. Et ma propriétaire m'a appelé, très gentille dame, de Bruges, qui m'a dit: je voudrais vous augmenter votre loyer de 90 à 91 euros. Donc ça va, c'est pas non plus le coup de fusil. On est sur une inflation incroyable. Oui, non, mais donc voilà. Et franchement, une fois qu'on a un garage, on l'utilise. Voilà, c'est quelque chose qui est très très pratique dans les grandes villes. Donc si c'est bien situé et si on a le locataire, c'est quelque chose qui est assez rentable. Ouais. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour augmenter le loyer d'un garage ? Je vais dire des bêtises, mais on voit aujourd'hui des gens, vu un peu la crise, la situation, certains qui vont peut-être habiter dans un garage, qui vont en faire peut-être un entrepôt, je ne sais pas. Je pose des questions vraiment. Est-ce qu'il y a moyen de faire augmenter le loyer en étant un peu créatif ? Alors, habiter, c'est formellement interdit, évidemment. Ouais. Après, les gens font ce qu'ils ont envie. Un Airbnb. Mais effectivement, il peut y avoir des solutions. Alors, à la fois, c'est un investissement qui est intéressant sur du long terme. Et à la fois, en fait, on se rend compte aussi qu'avec, justement, la crise du Covid, la crise de l'énergie et tout ce qui s'est passé, et ce boom des vélos qu'on voit maintenant à Bruxelles, qui je pense est très bien pour l'écologie, etc., on se rend compte que finalement, le garage, il prend pas tellement de plus-value non plus, et que ce soit locative ou vente, parce qu'en fait, maintenant, les gens sont peut-être plus dans une dynamique de se dire, finalement, on va prendre une voiture par ménage au lieu de 2 comme on avait avant. Du coup, on a peut-être moins besoin d'un garage ou d'un deuxième garage, on laisse une voiture dans la rue. Les voitures partagées aussi qui prennent plus de place voitures partagées, il y a les Uber, il y a toute une série de choses qui font que finalement le garage c'est un bon investissement, mais c'est pas un investissement qui explose. En plus de ça, souvent le garage normalement est un accessoire à un logement plutôt. Donc quand on achète un appartement, on l'achète avec son garage. Avoir un garage seul, c'est plutôt rare, ou alors on a loué son appartement, la personne ne voulait pas de garage justement parce qu'elle était en vélo, en transport en commun, et donc on se retrouve à devoir louer un garage. Il y aura toujours un preneur pour un garage, parce que soit on a une voiture, mais effectivement, comme tu en posais la question, on peut très bien stocker éventuellement des choses. Il y a beaucoup de garages dans lesquels il n'y a pas de voiture. Voilà. Alors, on peut stocker tout type de choses. Ouais. Bon, évidemment, il faut quand même faire attention à tout ce qui est produits dangereux, chimiques, autres, ou formellement interdits. Hein. On ne va pas stocker de la drogue, des armes, etc. Ça, c'est, je veux dire, formellement interdit, on s'en doute. Mais voilà, ça peut être intéressant. Et alors, par rapport à ta question, ce qui peut être intéressant,
finalement, c'est de se dire, ok, un garage, je loue combien? Je loue 100, 120, 150, parfois 200, ça dépend un petit peu de la zone. Parce que je peux faire aujourd'hui, par rapport à la problématique des emplacements de vélo, des maisons qui n'ont pas toujours, ou des appartements qui n'ont pas toujours un local vélo, on peut très bien mutualiser cela et se dire, bah voilà, on a dans un voisinage toute une série de personnes qui se disent, bah moi, nous on est prêt à louer un garage, on le partage, on peut même le payer plus, puisque si chacun, on va dire, donne 20 € ou 30 € pour pouvoir avoir son vélo en sécurité, c'est un garage partagé, plusieurs personnes peuvent à ce moment-là stocker leur vélo en toute sécurité, et à ce moment-là, le propriétaire pourra avoir une rentabilité même plus élevée. Ça, c'est une idée créative. C'est ça que j'attends de vous dans cette émission. Je suis là pour ça. Un garage partagé, pas mal, avec des petites... c'est pas mal cette idée, non? Pas mal. Voilà, pour augmenter la valeur de son loyer. T'es pas convaincu, Eric? Pas mal le garage partagé. Pas mal un garage partagé. Très fort dans le partage. Moi, je suis partage, je suis généreux. On est dans le monde de la colocation, donc il faut faire avec. Dans un instant, tu vas nous partager ton investissement locatif insolite. Tu vas nous parler des chambres d'hôtel. Eric, mais d'abord, ça fait longtemps qu'on l'a plus entendu. C'est le beau gosse dans l'équipe des chroniqueurs. Vous êtes très beau aussi, mais lui, c'est la classe à l'italienne. Même s'il n'est pas italien, mais il y a quelque chose. Imtiaz est avec nous. Alors, Imtiaz, cette fameuse péniche, parlons-en. C'est vrai que ça fait partie des investissements possibles. Il y en a beaucoup qui se disent pourquoi pas. On peut naviguer facilement, on peut faire Namur-Bruxelles en péniche et changer très vite de décor. On peut habiter dans une péniche, tout à fait. Contrairement au garage. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce bel investissement? Il y a différents types de bateaux. Bon, là, on parle d'une péniche, on parle bien d'une péniche qui a un but d'habitation, donc à terme. L'avantage de la péniche, c'est que dans un premier temps, une péniche, c'est pas considéré comme un bien immobilier, ce qui veut dire qu'on n'est pas soumis à des frais d'enregistrement à partir du moment où on l'achète. Donc, c'est comme si on achetait une voiture. Ça, c'est un avantage, c'est un désavantage parce qu'aucune banque va vous prêter pour acheter une péniche et les montants peuvent varier de 100 000 à 700 000 ou 1 million d'euros en fonction de la péniche, en fonction de comment elle est à l'intérieur, de comment elle est aménagée. Maintenant, vous êtes bien de prendre une péniche casco et de la faire vous-même et de l'agencer vous-même et de faire tout l'intérieur comme vous le souhaitez. Imtiaz, petite parenthèse, péniche casco. Alors, on a fait un épisode sur les immeubles casco qu'on va mettre en commentaire et qu'on vous invite à aller voir. Leslie, je vais te laisser. J'étais là. Je vais te laisser expliquer ce que c'est une péniche casco. Ah bah écoute, j'ai jamais vu de péniche casco, mais j'ai vu beaucoup d'appartements casco. C'est la même chose. C'est la même chose, j'imagine. Le même principe, le principe d'un casque. Voilà. On split, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe fermée, étanche à l'air et à l'eau, voilà. et à l'intérieur. Et derrière, on l'aménage comme on souhaite. C'est pas des briques, c'est pas du béton, et c'est pas une structure comme on la connaît de manière traditionnelle. C'est du métal, péniche casco. Donc on a vraiment un beau plateau pour travailler et on peut en faire ce qu'on veut. On peut en faire un loft, dépendamment de la superficie qu'on a. Donc ça, c'est une première chose qui est quand même super intéressante avec une péniche, c'est qu'on a des très grandes superficies. La deuxième chose, c'est aussi, c'est devenu un logement, je dirais, c'est un logement qui est très demandé, on va dire plutôt dans le nord du pays, aussi en Hollande et autres, parce que c'est un petit peu insolite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent sur des péniches. C'est habité au bord de l'eau, sur l'eau. Ça amène beaucoup de choses, ça amène la tranquillité, ça amène un autre cadre de vie en fait. Tu confirmes qu'on peut se domicilier sur une péniche? Alors, oui et non. Oui et non. Alors, on peut se domicilier sur une péniche à partir du moment où on a une concession qui est délivrée. Donc, ça veut dire qu'une concession, c'est un emplacement. Donc, par exemple, ma péniche à moi, elle est située à Anvers, dans le port d'Anvers, j'ai une concession et on peut se domicilier parce qu'on a une concession qu'on paye à la commune en question. Cette concession permet d'une part d'avoir une boîte aux lettres et de se domicilier et d'autre part d'être accordé donc à l'eau, à l'électricité et à tout ce qui est égouttage. Mais si maintenant on a une péniche et qu'on la marre n'importe où au bord d'une rive, ça, normalement, on n'a pas le droit de le faire. Okay. Donc, on a des endroits où on peut se placer, des endroits où on ne peut pas se placer. Donc on a eu un premier investissement insolite, les garages, où à partir de 20 000 euros, plus ou moins autour des 20 000 euros, on peut démarrer. Là, autour des 100 000 euros, entre 100 000 et 200 000 euros, on peut potentiellement se faire un petit délire avec la péniche. Alors, on a parlé de la péniche pour habiter, mais la péniche, ça peut être aussi un lieu d'événementiel, ça peut être aussi un lieu pour louer pour des nuits insolites, pour même faire des fêtes, des soirées. À Bruxelles, il y en a une... il y en a eu quelques-unes à un certain moment, près du Tour et Taxi. Là. Il y a eu 2-3 trucs là. C'était pas mal. Franchement, c'est une atmosphère sympa, c'est autre chose. Il faut juste faire attention quand on a trop bu de ne pas finir dessus le bord. Ce serait un peu dommage. Surtout qu'elle est froide. Hein. Oui, et puis le canal n'est pas très propre à Bruxelles. À Paris, visiblement, ça va changer prochainement pour les Jeux Olympiques, puisqu'on va pouvoir nager. Mais pour le moment, on va rester sur la péniche et voilà, on jouera à Titanic à un autre moment. Donc la péniche, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur la péniche? Vous, quand vous entendez ça vous paraît intéressant ou pas? Vous avez des questions à poser à Naïm, peut-être? Moi, la question que j'ai, c'est justement la concession en question.
Oui. Elle coûte cher. Alors, ça dépend des ports. Ça dépend des ports. Et ici, en l'occurrence, moi, la seule expérience que j'ai, c'est avec le port d'Anvers. Ça a été une mise aux enchères. Donc, celui qui faisait la plus grosse enchère, parce qu'il y a un certain nombre de concessions, mais j'ai dû payer à peu près 6 000 € pour 9 ans d'occupation. Et c'est renouvelable tous les 9 ans. Donc, c'est une fois 6 000 €. C'est une fois 6 000 €, mais c'est tous les 9 ans. C'est pas cher. En gros, c'est pas cher. C'est pas cher. Maintenant, il y a aussi, une chose très importante à savoir à partir du moment où vous voulez habiter dans une péniche. Une péniche, c'est pas comme une maison. Une péniche doit avoir pas mal de certificats, puisqu'on on mesure la taille de la coque, qu'elle soit pas rongée par l'eau, etc., etc. Donc, la péniche, tous les 5 ans, il faut la sortir de l'eau et il faut faire le tour avec une société spécialisée qui vient expertiser, voir l'état de la coque et puis on la remet dans l'eau. Enfin, il y a un entretien qui est... Mais quels sont les coûts alors justement annuels finalement d'une péniche? Alors il y a l'entretien, alors c'est tous les 5 ans, ok, d'accord. Ça coûte combien plus ou moins l'entretien d'une péniche? Honnêtement, à part le coût que tu as tous les 5 ans pour la sortir de l'eau, qui doit coûter entre 2 et 3 000 € pour la sortir. La concession potentiellement. La concession qui est X milliers d'euros pour une certaine période. Ouais. Maintenant, c'est comme je dis, ça varie d'un port à un autre. Ici, je parle du port d'Anvers. Maintenant, si on va à Namur, si on va à Liège, ou enfin, je sais pas, il y a d'autres possibilités. Là, les prix sont moindres. Ou voilà, au niveau de la concession, le prix est variable. Et le principe de la péniche, c'est que tu restes là. Le principe de la péniche, c'est que tu restes là, oui et non, dans le sens où la concession te permet d'avoir une adresse officielle, légale, mais tu peux prendre ta péniche et partir n'importe où, puisqu'elle doit être navigable aussi, elle doit être déplaçable. Ça, c'est une des conditions. Donc, tu n'as plus de péniche, par exemple, sans moteur, qui est juste... Non, ça, tu peux pas. Non, ça, tu peux pas. Non, non. Elle doit pouvoir bouger. Donc, ça veut dire que c'est une des règles, et ça aussi, c'est très compliqué, parce que les péniches sont des vieux bazars, ce sont des vieux bateaux. En général, c'est pas des nouveaux, c'est pas des yachts. Et il faut que le moteur tourne, et pour trouver des gens qui sont capables de réparer ce genre de moteur, il faut les trouver. C'est des artisans, quoi. Voilà, exactement, c'est des artisans. Mais donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est un investissement intéressant. Allez-y, ou alors allez-y, mais faites quand même bien attention, calculez bien. Mais moi, je suis toujours du principe de allez-y, puisque je suis toujours un fonceur, même dans tous les domaines, même dans ceux que je connais pas. Et j'ai été très content de le faire, parce que j'ai découvert tout un autre monde et une autre façon de faire, qui reste un peu similaire à l'immobilier. Et en même temps, je trouve qu'il faut être vachement prudent. Okay. Parce que acheter un bateau sans savoir qu'est-ce qu'on fait, comment, ça peut très vite déraper au niveau des coûts, ça peut très vite déraper au niveau de la... Si on n'a aucune connaissance, ça peut être un préjudice. Ouais. Et puis c'est particulier. Hein, moi, je pense que c'est quelque chose... Ça doit être un investissement coup de cœur, d'après moi. On se dit, voilà, on a envie d'habiter dans quelque part de particulier, vraiment un truc nouveau qu'on n'a jamais fait. C'est vrai que c'est chouette, mais on est au bord de l'eau. Je veux dire, en plein été, c'est chouette. En plein hiver, il y a quand même un peu d'humidité, il fait froid. Enfin voilà, donc il y a des patins à glace, c'est l'eau est jolie. Oui et non. Pas faux. Oui et non. Là, je me permets juste de faire une petite parenthèse. En fait, à partir du moment où, bon, ça dépend comment on a aménagé sa péniche, mais on a des systèmes d'aération, on a des systèmes d'isolation. Enfin, c'est comme pour une habitation classique. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'il ferait peut-être un petit peu plus frais dans une péniche. Non, il fait plus frais en été et il fait plus chaud en hiver. Maintenant, tout est une question d'isolation et tout est une question d'agencement intérieur. Petite parenthèse qui peut être intéressante pour ceux qui veulent faire cet investissement pour louer après, par exemple, sur Airbnb. Ça peut être aussi intéressant. C'est une nuit insolite, il y a moyen de marketer ça de manière intéressante. Il y a la loi qui a changé, la réglementation a changé pour Airbnb. Je ne sais pas si vous avez eu l'info ou pas, où finalement maintenant ces plateformes-là sont obligées de déclarer. Donc c'est l'occasion de dire aux gens finalement restez calmes, calmez-vous. Parce qu'avant on était un peu libre, on n'était pas obligé de déclarer. Très réglementaire. Maintenant visiblement ça a changé, non? C'est relativement agressif, j'ai envie de dire, parce que c'est même eux qui vous contactent plusieurs fois pour avoir vos données fiscales. Enfin, en parlant d'Airbnb, puisque je suis un peu dans le domaine, et donc effectivement c'est devenu beaucoup plus serré, réglementé. Voilà, c'est l'occasion de si vous êtes dans cette idée-là d'investir dans des logements insolites pour louer sur Airbnb, faites attention, ça a évolué, ça a changé la réglementation. Maintenant pour la péniche, je le ferai pas, je le mettrai pas sur Airbnb. Pourquoi? Parce qu'une péniche c'est relativement, en général, elles sont situées dans des concessions. Il y en a pas 100 l'une à côté de l'autre, il y en a une vingtaine, il y en a une trentaine. Les gens qui habitent là en général sont des gens qui sont paisibles, qui veulent la tranquillité. Et si on commence à louer avec Airbnb, en très peu de temps, ça va se cramer et on va savoir que c'est un Airbnb. La ville en question est ou pas favorable à ce genre de choses. Je le ferai pas pour une péniche. Ça serait trop risqué. Ok. Et donc si j'ai bien compris, tu l'as dit, je pense, mais donc on peut pas se mettre où on veut. J'achète une péniche, je navigue. Non. Je peux pas m'arrêter à un moment donné. Tiens, je trouve le décor sympa, je m'arrête.
On peut temporairement. Moi, je connais pas toutes les lois fluviales ici en Belgique. Je sais qu'on peut se mettre à certains endroits le long des canaux, mais on peut pas rester là d'une période indéterminée. Ça c'est pas possible. Il y a une police une police fluviale, c'est comme ça qu'on l'appelle, je sais pas. Capitaine ad hoc. Voilà, qui viennent, qui vérifient, qui font des tours et qui voient si les bateaux ont le droit d'être là ou n'ont pas le droit d'être là. Non, mais surtout qu'une péniche, c'est pas discret. C'est pas discret. Donc si tu t'amènes avec ton petit bateau, tu restes un jour ou deux pour pique-niquer et ça marche. La péniche, ça va se voir assez vite. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir la concession, avoir sa péniche. Si on veut faire une grosse soirée, on la déplace, on la met un peu plus loin et on fait on fait ce qu'on veut pendant 2 jours et puis on revient. Ça, on peut le faire. Bon, vous commentez, les amis, vous nous dites si cet investissement locatif, cet investissement vous excite, vous donne envie, vous avez des questions, allez-y, on y répondra parce que il y a quand même un investissement, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est les chambres d'hôtel. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'hôtels, justement, qui proposent ça de plus en plus. On a même des parcs d'attractions, des center parks aussi, qui proposaient de louer des bungalows. Les hôtels, maintenant, proposent aussi d'investir dans des chambres d'hôtel. Je vais juste résumer 2 secondes, Eric, excuse-moi. Donc, on est sur du 20 000 € plus ou moins, on est sur du 100 000, 200 000 €. 200, je dirais, ouais. Combien tu mets sur la table ? Eh bien, je mets entre 75 000 et 350 000 €. C'est vrai que de plus en plus, pour se financer, les hôtels, les centres de loisirs, les parcs d'attractions mettent en vente une partie, quelques pourcents. Donc une chambre, un bungalow, etc. Et donc il y a un mixte en fait entre la jouissance du bien, on peut venir un certain nombre de nuits, un certain nombre de semaines, et la mise en location. Donc spécifiquement sur les chambres d'hôtel, nous on a avec Imovlan, autant placer un peu la promo, quelques partenaires qui proposent ça, et on voit que ça fonctionne assez bien. À Liège, dans les Ardennes, etc. Et donc c'est vraiment un investissement qui devient assez populaire en fait. Pourquoi est-ce qu'il devient populaire ? 3 raisons. La première, c'est que l'investissement n'est pas énorme. On peut commencer à partir de 100, 110, 115 000 €, donc ça va. Et deuxièmement, c'est la tranquillité. C'est-à-dire que tout ce qui est mise en location, gestion de récupération des loyers, etc., enfin toute la gestion locative, tout l'entretien est pris en charge par la structure, donc par l'hôtel dans ce cas-ci. Et la troisième, c'est que ça prend de la plus-value au fur et à mesure, et donc on est dans un investissement qui n'est pas non plus l'investissement le plus rentable, c'est entre 2 et 4%, ça prend une petite plus-value au fur et à mesure, mais donc on est sur quelque chose de nouveau sur lequel on peut investir pas trop et avoir une rentabilité. Ça vous inspire, les chambres d'hôtel, Nayani ? Ça m'inspire dans le sens où je sais que ça devient de plus en plus courant ce genre de proposition. Maintenant, moi, la question que je m'interroge par rapport à ça, c'est quelle est la rentabilité exactement ? À partir du moment où on investit dans une chambre d'hôtel, si on n'en jouit pas et qu'on n'en profite pas, est-ce qu'on a une rentabilité financière ? Oui, le premier point, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que, alors, certainement dans une chambre d'hôtel. Après, tout va dépendre un petit peu de ce que propose en fait le promoteur. Il peut dire, vous investissez dans une chambre d'hôtel, vous n'avez pas de nuitée. C'est ça. C'est un investissement, 100% investissement. Ouais. Ça, c'est plus les chambres d'hôtel. Mais il y en a qui font aussi avec quelques nuits par an. Tout dépend un peu de la localisation, évidemment. Il y a un projet, par exemple, au lac de l'Odeur, qui est quand même un truc très touristique, où là, on peut se dire que celui qui a investi a envie d'aller passer quelques nuits par an là-bas. Sur des center parks, mais on comprend ce qu'on veut dire, des parcs verts, etc., des espaces. Là, il y en a plusieurs. Là, il y a clairement dans le prospectus 1 ou 2 semaines par an qui sont prévues pour venir l'occuper, en plus de la rentabilité. Donc voilà. Après, au niveau rentabilité, tout ce qui brille n'est pas or. Il faut aussi quand même un tout petit peu se méfier ou un tout petit peu regarder quels sont les frais. Moi, j'ai investi dans ni une chambre d'hôtel, ni un bungalow, mais un cote étudiant. Là, il y a aussi de temps en temps des frais. Il y a aussi de temps en temps un vide locatif. Ce qui est bien aussi, c'est que dans ce genre d'investissement, les revenus sont mutualisés. C'est-à-dire que si on achète tous les 4 une chambre d'hôtel et que les 3 autres sont loués et la tiennent pas, on va toucher chacun 75% du loyer. C'est la question que j'allais te poser aussi, parce que finalement, dans un hôtel, c'est pas forcément 100% des chambres qui sont louées, alors on met qui en priorité ? Donc il t'annonce un taux d'occupation, ils te disent voilà, le taux d'occupation de l'hôtel en question qui compte, je sais pas moi, 50 ou 60 chambres, il est de 85-90%, et donc on peut s'attendre à recevoir en fonction de 85 ou 90%. Si la période est faste et que c'est rempli tout le temps, ce sera un peu plus. Si c'est un peu plus compliqué, ce sera un petit peu moins. Mais les revenus sont souvent mutualisés. Ok, et j'imagine que c'est comme un loyer normal, c'est tous les mois tu touches tes revenus.
Tout à fait, oui, tu reçois. Nous, donc les gens reçoivent un décompte. Il y a de nouveau, il faut voir ce qui est prévu comme frais. Il y a en général quand même des frais d'entretien, etc., mais qui sont déduits au départ. Et il y a un revenu, un rendement qui est net. Et les gens reçoivent, en principe, dans les cas que je connais, reçoivent un décompte en disant voilà le loyer global, votre pourcentage moins les frais égale ce qu'on vous verse sur votre compte. Est-ce que c'est pas un investissement un peu risqué, puisqu'il y a quand même toute une série de choses que tu ne contrôles pas? Si maintenant l'hôtel fait faillite, la marque fait faillite, En général, alors ce risque-là, il est toujours existant évidemment. Il faut essayer de le limiter et c'est toujours une question de prise de risque par rapport à la rendabilité. Ce qui se passe en général, c'est que c'est des grandes chaînes qui font ça. Okay. Elles cherchent de l'argent pour se financer. Plutôt que d'aller à la banque, elles se disent on va ouvrir l'investissement à des investisseurs privés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc en général, il y a quand même une certaine stabilité, une certaine assise financière. Si moi je décide de reprendre un hôtel et de le rénover complètement et que je vends des chambres, je vais moins inspirer la confiance que des grandes marques hôtelières qui le font aussi. Imtiaz, toi qui investis dans plein de choses, ça te donne envie? Franchement, c'est pas un truc que j'exclurais, les chambres d'hôtel, au contraire. Et ce que je ferais par contre, c'est une petite étude par rapport au groupe ou à la chaîne hôtelière qui propose ça, pour voir un petit peu la fiabilité, pour voir aussi l'existence, depuis combien de temps ils existent, ou qui est derrière tout ça, pour voir un peu si le projet tient la route, tout simplement. Mais pour moi, ça me semble quelque chose de vraiment, honnêtement, intéressant. Leslie, toi aussi, qui est un investisseur aussi très très malin. Quand on entend tout ça, t'as envie d'aller investir dans les chambres d'hôtel? Oui, non, tout à fait. Des doutes, non, je trouve ça très intéressant. Il faut savoir que justement. Oui, sur ces garages. Les garages. Attention, petite parenthèse, les garages, il faut avoir un numéro de TVA. Si on a uniquement les garages sur les appartements et si on dépasse un certain chiffre d'affaires locatif, c'est 25 000 euros par an, et il faut appliquer la TVA à ces locataires, ce qui devient beaucoup moins intéressant et pour le locataire également. Voilà, petite parenthèse. Mais cela dit, été 2022, j'étais à Hossegor en voiture et donc j'ai fait avec mes filles un petit trip comme ça. C'était sympathique, justement, exactement, tout à fait. Et donc, et on a été dans des centres justement où il y avait un restaurant, une réception et une piscine. Et puis vous aviez, dans des concessions, j'imagine, vous aviez toute une série de bungalows plus luxueux, moins luxueux, etc., avec des tarifs différents. Et donc nous, on avait un bungalow au milieu des pins et sincèrement c'était vraiment exceptionnel et donc on s'est renseigné parce qu'il y avait les coordonnées du promoteur, je ne sais pas si on appelle ça comme ça dans ce cas-ci, mais donc ils vendaient ces bungalows et donc effectivement les propriétaires ils louaient ça la majorité du temps et ils venaient de temps en temps comme un peu un time sharing avec des clients qui venaient chez eux et on a trouvé ça très sympa et très intéressant. Après il y a aussi allez, je ne veux pas casser l'ambiance, mais il y a aussi des anecdotes aussi voilà, qui sont pas dingues justement, où il y a eu des grosses arnaques aussi, ou c'est-à-dire que dans ce genre la rentabilité annoncée n'était pas celle. Alors ça toujours, mais surtout, ce qui est le plus grand risque quelque part, c'est en fait toute la construction au départ. Ouais. C'est-à-dire qu'on vient avec un projet. On a suivi un projet notamment dans la région de Tournai qui est super, voilà, mais ça a pris des années pour obtenir le permis. Beaucoup plus que prévu. À un certain moment, les premiers investisseurs commencent à un tout petit peu s'impatienter. Il faut faire peut-être un deuxième tour de table, etc. Donc, le gros danger, il est là. C'est que le truc termine, on va dire, le bec dans l'eau et que finalement, ça ne sorte pas de terre. Il se trouve que là, le truc est sorti de terre, avec un peu de retard, mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que il y a ce danger au départ de se dire est-ce que le plan, est-ce que le timing va être suivi, est-ce que le budget va être respecté. C'est vrai qu'on déjà avec un immeuble à 4 appartements, on se dit déjà ça va être la galère avec les autres propriétaires. Alors un hôtel avec 100 chambres. J'imagine qu'il y a des réunions régulières aussi où on va devoir discuter avec les noms de flots. Les assemblées générales des copropriétaires. Dans les hôtels, ça doit faire mal. C'est-à-dire que tout dépend de nouveau. Si tout se passe bien, ça va. Bon, on doit passer une demi-journée parce que c'est important. C'est des organes qui sont des organes, on va dire, officiels, qui doivent travailler, qui doivent prendre des décisions, qui doivent être officialisées. De nouveau, je vous parle dans le cas de mon fameux côté étudiant là. Quand ça se passe moins bien, il y a des discussions. C'est clair que discuter à 2, c'est plus facile que de discuter à 10, qui est plus facile que de discuter à 100. J'imagine que l'acheteur ne peut pas gérer ses locations lui-même, sinon c'est un gros bordel. Tu délègues ça à l'hôtel. Il délègue ça soit à l'hôtel directement, soit à un organe de gestion qui fait le boulot, et c'est tant mieux. Et alors évidemment, l'organe de gestion,
de résidence, gestion de résidence, etc., est payé pour ça un certain nombre de pourcents. Et j'imagine que les travaux, style, si on veut refaire l'accueil, si on veut refaire l'ascenseur, c'est comme un immeuble, c'est tout le monde qui douille. Oui, c'est-à-dire que dans le cadre des chambres d'hôtel, je pense que c'est différent parce que c'est simplement pour refaire des chambres d'hôtel ou pour les réaménager. Dans le cadre d'une résidence commune ou d'un centre de vacances, effectivement, si on se dit on doit refaire la piscine, on doit faire des nouveaux aménagements, une nouvelle plaine de jeu, j'en sais rien, chacun va devoir payer en fonction de ses pourcentages de propriété. Et dernière petite question liée aux travaux, j'imagine qu'il y a des chambres aussi qui peuvent avec le temps évoluer moins bien qu'une autre, des travaux nécessaires, peut-être dans une chambre et pas dans l'autre, des petits travaux de rafraîchissement, des réparations, dans ces cas-là, ça revient au propriétaire ou c'est encore une fois, tout est lié à la gestion et c'est l'hôtel qui assume? Tout dépend des dispositions qui sont prévues. Mais en général, le principe de base, c'est que tout est mutualisé. C'est-à-dire que de nouveau, si nos 3 chambres sont en parfait état et que la tienne est un peu défraîchie, on ne va pas te demander à toi de payer. C'est des frais de rafraîchissement. C'est le principe de copropriété qui s'applique à ce moment-là et que les frais sont divisés et partagés. Oui, sauf qu'il est même poussé à l'extrême, puisque même dans ton lot ou mon lot, c'est les autres qui vont aussi payer. Tu vois. Ça, ouais, oui, l'hôtel aussi, j'imagine que l'hôtel, je veux bien, mais l'hôtel aussi... Oui, ouais. de nouveau, tout dépend. Dans les dispositions, toi, tu es censé acheter ta chambre d'hôtel et encaisser un loyer. Voilà. Mais ça me paraît normal parce qu'à partir du moment où tu es complètement indépendant des clients que l'hôtel amène dans ta chambre, si tu tombes sur un mauvais client, c'est l'hôtel qui, je veux dire, et que ce client saccage la chambre, un groupe de rock par exemple, on a déjà entendu ça. Écoute, c'est pas toi qui es responsable d'avoir une chambre saccagée par un mauvais client, non ? Je pense que justement le concept mutualité. L'hôtel nous a passionnés. Eric, on va refaire un petit tour de table rapidement. Le garage, investissement plus ou moins 20 000, ça peut monter jusqu'à 50 000, notamment à Knock. Un garage, on le loue plus ou moins 100 €, ça peut monter jusqu'à 200 €. 200 à 200 €, oui, ça dépend un peu de la commune. À Uccle, même déjà à 140 €, on peut trouver un garage. Une péniche. Une péniche, ça peut démarrer très bas, mais elle sera en mauvais état. Et ça peut monter très haut, j'en ai vu jusqu'à 700, 800 000, projet fini. Et si j'achète pour louer, je peux louer je dirais ça serait plutôt comme une maison. Tu parles du loyer ou tu parles du loyer. Du loyer, ça serait vraiment comme une maison en fait. Je t'avoue honnêtement, j'ai pas vraiment d'idée par rapport au loyer. Moi, je l'ai plutôt acheté pour faire une opération achat-vente puisque c'est mon domaine. Mais location, j'ai pas d'idée en fait à ce niveau-là. Il faudrait. Ok. Alors ma dernière question, c'est sur les 3 biens que vous avez proposés. Lequel est selon vous le plus rentable et dans lequel il faudrait peut-être quand même mettre ses billes? Bonne question. Bonne question. Moi, je pense la chambre d'hôtel. La chambre d'hôtel. Je pense, oui. Eric a été convaincant. Ma modestie légendaire m'empêche de le dire. en termes de rentabilité. Évident que la chambre d'hôtel me paraît être judicieuse. Je ne vais pas dire indispensable. Ok, alors Nayani, t'es d'accord? J'aime bien le projet péniche et l'idée d'achat-vente donc au niveau plus-value, mais bon, là on parle sur du long terme. Si on achète une chambre d'hôtel, c'est vraiment pour voilà. Mais c'est plus vraiment une clientèle de niche, la péniche. Je pense que la chambre d'hôtel, on s'adresse peut-être plus à monsieur et madame tout le monde. Ouais. Maintenant, honnêtement, actuellement, trouver une place dans une concession, dans un port, que ce soit en Belgique ou en Hollande, ça devient très difficile. Donc justement, ce sont des logements qui sont de plus en plus prisés, de plus en plus recherchés et de plus en plus difficiles à trouver. Voilà, Imtiaz veut vendre sa péniche, on le rappelle. Voilà, il a le dossier. Et tu peux la vendre à la découpe ou pas? Mon numéro de téléphone est le 04. Non, mais c'est vrai que ce genre d'investissement aussi est particulier, mais aussi au niveau de la revente. Revendre une chambre d'hôtel, c'est moins évident que de revendre un appartement classique. Donc il faut aussi se dire en termes de conservation et de vision, de gestion de son patrimoine, si jamais j'ai un coup dur, je dois revendre vite, avec la chambre d'hôtel, je vais quand même, ou avec le garage, ça va partir vite. C'est très facile. Mais la péniche ou la chambre d'hôtel, ça risque de se prendre un peu plus de temps. Voilà, les amis, on doit malheureusement déjà arrêter. On est déjà à plus de 30 minutes. On a beaucoup parlé, mais on a dit des choses intéressantes. D'autres investissements insolites dans un prochain épisode lors de la saison 2, j'aime beaucoup. Il y a les bulles aussi, on voit beaucoup ça, les petites bulles un peu à gauche, à droite. Les cabanes dans les arbres. Ouais, aussi, voilà. Acheter un champ et faire un terrain et faire des cabanes dans les arbres. Les tiny house. Les tiny house. Il y a plein de chouettes choses. Vous n'hésitez pas en commentaire si vous avez pu expérimenter ou si vous faites partie de ceux qui ont investi dans ces logements, on va dire, insolites. Vous mettez un petit commentaire. Pourquoi pas vous retrouver ici un jour autour de cette table pour nous partager votre réalité. Merci, messieurs.
Où sont les femmes? Elles seront là lors d'un prochain épisode, évidemment. On pense à Evelina, Louise, à Elodie. On a quand même non, parce qu'en 2023, vous savez, les amis, quand il y a un panel comme ça d'hommes, il y en a toujours 2-3 à la féministe qui ont mis des commentaires. On a des très chouettes femmes, très compétentes dans notre équipe. On les attend. Voilà, et on pense très fort. Leur énergie est là, leur âme est là. Et c'est ça le plus important. Absolument. Eric, merci. Leslie, John, merci. Imtiaz. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et merci à vous, les amis, d'avoir suivi encore cet épisode, d'autres épisodes, toutes les 2 semaines. C'est bientôt la saison 2 qui arrive, avec plein de belles surprises. C'est déjà à la fin de la saison 1, bientôt. Tristesse. Tu seras encore là pour le prochain épisode, le dernier? Peut-être. Leslie, tu seras là, toi, pour le prochain épisode, j'en suis sûr. Moi, sera là pour la saison 2. J'ai signé là pour le la 1, saison le 2. 2, le 3, le 4, j'ai signé. Il est partout. Tant que la péniche n'est pas vendue, il est là. Bon, on remercie, évidemment, on ne peut pas arrêter cet épisode sans remercier nos partenaires. Imovlan. On est là. Eloya, PNV et Batixi. Et on vous dit à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.